Bonjour et bienvenue dans cette capsule de révision du baccalauréat 2016. Je vais essayer de reprendre les leçons une par une et de vous donner quelques indications sur les idées principales à retenir. Pour le premier chapitre, l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est important en fait, c'est de se rendre compte que l'historien a du mal, a de la difficulté à questionner, à historiser les mémoires. Il est absolument nécessaire d'écrire les relations explicites du conflit, des mémoires du conflit plus précisément, que ce soit les oppositions, les concurrences et les complémentarités. Il n'existe effectivement pas une seule mémoire qui permet de décrire l'histoire, mais une multitude de mémoires qui correspond à une multitude de témoins. La place des mémoires doit être aussi mise en relation avec le rôle de l'État, qui, par une politique mémorielle, peut les reconnaître, les utiliser, les ignorer, voire les faire taire, si nécessaire. C'est dans ce contexte que travaillent les historiens. Ils confrontent les mémoires à des archives, dont l'accès est largement contrôlé par l'État. Leur travail peut heurter certaines mémoires. Il est bien sûr important de distinguer histoire et mémoire. Longtemps, les mémoires de la Seconde Guerre mondiale se sont opposées. La France a mis plus de 50 ans pour assumer sa responsabilité dans les crimes commis sous l'occupation. Euh, le génocide des Juifs de France est entré progressivement et difficilement dans la mémoire collective. Les historiens ont pris le relais des mémoires et continuent leur travail à partir des archives. La mémoire reste cependant un instrument bien sûr politique. Le procès Eichmann, qui vraiment va bouleverser la mémoire, puisque d'un seul coup, comme vous le savez, de nombreux juifs vont se mettre à parler. Et puis, il y a aussi le positionnement de la philosophe américaine Hannah Arendt, qui travaille sur la banalité du mal. Ensuite, il y aura bien sûr l'entrée de Jean Moulin au Panthéon avec le magnifique discours d'André Malraux en 1964. Et puis, si on devait retenir encore une date, ça serait sans doute le discours de Jacques Chirac en 1995, euh, qui a une grande importance puisque il met en place une sorte de mémoire officielle. Hein. La mission Matteoli, par exemple, de 1997, est chargée de mettre à jour la spoliation des biens juifs. Concernant les États-Unis et le monde depuis 1945, il faut se souvenir qu'il y a plusieurs étapes. La première étape est que les États-Unis sont une puissance. La deuxième étape, les États-Unis deviennent une superpuissance. Ça, c'est à partir de la Première Guerre mondiale. Et troisième étape, les États-Unis deviennent une hyperpuissance. Ça, c'est à partir de 1991. C'est Hubert Védrine qui met en place ce concept. Il ne faut pas oublier que les États-Unis donc, ont une puissance qui n'est pas unique, qui n'est pas univoque, mais qu'elle a de nombreuses ramifications. Elle est composée entre autres du hard power qui lui-même est composé d'un pouvoir économique et d'un pouvoir militaire, voire d'un pouvoir politique, et puis d'un soft power très développé qui va bien entendu de Hollywood au modèle imposé par exemple dans les boissons ou dans l'alimentation mondiale. Vous avez aussi, je vous le rappelle, un modèle de smart power qui a été défini par Hillary Clinton. Il est très important de rappeler que c'est une citation de Hillary Clinton à chaque fois. Euh, et je vous rappelle bien entendu que les États-Unis sont les leaders du camp occidental qui sera opposé dans un monde bipolaire au camp communiste qui lui est dirigé par l'URSS. C'est extrêmement important et ça va parfois créer des tensions vives lors de la guerre froide. Donc, je vous rappelle que la guerre froide est définie par Raymond Aron comme une guerre improbable et une paix impossible. Et qu'il va y avoir donc quelques crises dans la guerre froide, donc principalement Berlin, Cuba, la guerre de Corée et la guerre du Vietnam, ou encore un peu plus tard la guerre en Afghanistan.
N'oubliez pas aussi que dans ce chapitre, il est important aussi de voir comment les États-Unis gèrent ces relations avec le reste du monde, hein, ces relations extérieures. Il est primordial de se rendre compte que les États-Unis vont osciller entre l'unilatéralisme et le multilatéralisme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous vous souvenez, vous aviez fait une carte mentale sur ce sujet-là. On a l'impression que sa puissance a un peu décliné. Pourtant, ce n'est qu'un mirage. Je voudrais faire une dédicace à mon élève Noaman pour lui rappeler que les États-Unis restent la première puissance militaire au monde et qu'il y a encore beaucoup de sens à les appeler les gendarmes du monde, même si effectivement ils sont un peu menacés par le terrorisme. Euh, il est nécessaire aussi de rappeler que c'est la première puissance économique mondiale avec l'Europe. Mais évidemment, elle est très endettée, je vous le rappelle, mais quand même, elle a une force de production et surtout de consommation qui est absolument immense. Enfin, n'oubliez pas la portée du smart power. Le fait, par exemple, que dans le classement de Shanghai, les universités américaines soient toujours les mieux classées, hein. Concernant la Chine et le monde depuis 1949. Alors, il est très important de se souvenir que la puissance de la Chine n'est pas absolument pas nouvelle. Elle a eu une période un peu difficile à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, mais sa puissance était très importante au début du 19e siècle. Comme vous le savez, la Chine devient communiste en 1949. Elle a restauré son unité politique et ce qu'il faut comprendre dans ce chapitre, c'est comment le gouvernement chinois construit progressivement les outils de la puissance. Ça passe en gros par deux étapes. D'abord par la diffusion du modèle maoïste, qui devient un modèle idéologique concurrent au modèle soviétique, qui est très important, comme vous le savez, dans la guerre froide. S'il fallait retenir des étapes dans l'argumentation, il faudrait bien sûr parler de la Chine sous l'influence de Mao, qui se pose donc en alternative au modèle soviétique et qui tente d'attirer les pays du tiers-monde, hein, et ces jeunes pays développés. Elle reconstitue également une sphère d'influence régionale, devenant un acteur majeur de la guerre froide, bien sûr. Euh, la deuxième date clé, c'est évidemment 1978, parce que Deng Xiaoping arrive au pouvoir et que Deng Xiaoping, par étapes successives, va ouvrir son pays à la mondialisation et faire de la Chine l'atelier du monde. Il va commencer par quelques villes test, puis il va ouvrir tout le littoral avant d'ouvrir entièrement le pays au libre-échange. Alors, n'oubliez pas que la Chine est un géant économique qui renforce ses liens de plus en plus avec l'Afrique et l'Asie et qui consolide son armée. Et ce n'est pas rien, ça reste un régime tout à fait autoritaire, voire totalitaire sur certains principes. Si vous deviez retenir d'autres dates pour ce chapitre, c'est bien entendu la proclamation de la République populaire de Chine en 1949, la guerre de Corée, dans laquelle la Chine aura une part de participation entre 1950 et 1953, une rupture très importante avec l'URSS en 1963, qui va du coup créer d'autres relations entre les États-Unis et les autres pays du monde avec la Chine. N'oubliez pas que De Gaulle, par exemple, fera un voyage officiel en Chine. L'ouverture des zones économiques spéciales en 1978, et puis la rétrocession, bien sûr, de Hong Kong en 1997 et de Macao en 1999. Et puis, ultime date qui peut vous servir d'accroche, c'est bien entendu le fait que la Chine devienne la deuxième puissance économique mondiale en 2010, devançant ainsi le Japon. Alors, quatrième point, plus difficile. Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous le savez éperdument, le Proche et le Moyen-Orient, c'est un ensemble tout à fait instable, un théâtre de conflit
On parle d'arc de crise très important depuis la disparition de l'Empire ottoman en 1920, avec des conflits, c'est-à-dire des contestations opposant deux ou plusieurs États, qui durent jusqu'à nos jours. Ce qu'on peut se demander, ce qui peut être central, qui peut éveiller votre attention, c'est de se demander si ces conflits dans le Proche et le Moyen-Orient naissent de dynamiques internes, à cause notamment d'une grande diversité culturelle, d'une grande diversité religieuse, ou bien au contraire, si ces conflits ils naissent de dynamiques externes, avec les influences de puissances étrangères qui viennent convoiter les ressources en hydrocarbures, entre autres, de la zone et de ce lieu stratégique. Voilà, alors évidemment, il est impossible de répondre très simplement à cette question. Bien entendu, la réponse n'est pas univoque et vous ne pouvez pas dire que c'est que des dynamiques internes ou que des dynamiques externes. C'est bien sûr l'ensemble des deux et il faut absolument éviter de dire que c'est de la faute du grand méchant loup américain, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, les puissances étrangères, elles interviennent au Proche et au Moyen-Orient pour y consolider leurs influences et s'assurer de la disposition des hydrocarbures. Euh, je n'oublie pas aussi que la région, c'est un grand enjeu durant la guerre froide et qu'elle a été investie par les États-Unis. Les États-Unis misent autant sur leur positionnement en Israël que leur positionnement en Arabie saoudite. Mais il ne faut pas oublier un pan ou l'autre. C'est bien l'ensemble des deux et les États-Unis misent sur plusieurs stratégies. N'oubliez pas, et c'est important, que dans cette région du monde, il y a de nombreuses puissances régionales, hein, que ce soit la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, pour différentes raisons, souvent des raisons religieuses et historiques. Et il faut aussi vous souvenir qu'au sein même de petits pays, il peut y avoir de très grandes tensions. Alors c'est le cas en Israël, mais c'est aussi le cas au Liban, qui a de nombreuses confessions religieuses et de nombreuses oppositions politiques, et qui donc est souvent une région du monde où il y a des conflits. C'est le cas aussi en Irak, c'est le cas en Syrie, vous le savez de par l'actualité, c'est le cas aussi en Égypte. Je vous propose de retenir quelques grandes dates très importantes: la fondation de la Ligue arabe en 1945, la création de l'État d'Israël, très importante en 1948, et juste un jour après sa création, vous avez la première guerre israélo-arabe, la guerre des 6 jours en 1967, la révolution islamique d'Iran en 1979, qui est vraiment une date clé où on dépasse le monde bipolaire pour arriver dans un monde multipolaire avec la montée de l'islamisme sur la scène internationale. La première guerre du Golfe en 1991 avec la théorie Bush du nouvel ordre mondial. Et puis peut-être enfin les printemps arabes depuis 2011. Cinquième point sur gouverner la France depuis 1946. Alors, là aussi, c'est un chapitre extrêmement vaste avec une bonne part de politique. Je vous invite d'abord à remarquer que la France est un pays de tradition jacobine. C'est un pays donc où il y a une forte présence de l'État, une forte tradition étatique. Et cette forte tradition étatique, elle, se retrouve tiraillée par plusieurs grands mouvements internationaux, que ce soit d'abord la mondialisation, dont on a parlé pendant très longtemps en cours de géographie, mais aussi par la création de l'Union européenne, qui donc est une institution supra-étatique, bien que les souverainistes aient du mal à le reconnaître, et puis aussi par un autre mouvement qui va dans l'autre sens, ce que François Mitterrand appelle le rabot par le bas, c'est-à-dire la régionalisation. Les régions prennent de plus en plus d'importance à tel point que vous voyez des mouvements indépendantistes dans les régions françaises ou européennes, que ce soit en Corse ou par exemple dans les provinces espagnoles. Après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les idées du Conseil national de la résistance qui vont s'imposer avec une volonté de recréer un État fort,
mais aussi de faire que l'État puisse être organisateur du progrès social et régulateur de l'économie et de la société. Ce programme du CNR va être mis en partie en place. C'est le cas par exemple avec la sécurité sociale, qui sera une réforme majeure qui va vraiment marquer la France et qui la marque encore. Mais ces idées du CNR, au fur et à mesure, vont s'affaiblir et on constate effectivement depuis le début des années 70, depuis l'enchaînement de la crise, que le poids de l'État s'érode. Et il faut dire aussi que cette idée d'État-providence est plus facile à mettre en place dans une économie saine. Donc c'est le cas de 1945 à 1973, puisque comme vous le savez, ce sont les 30 glorieuses, et qu'à partir de 1973, nous ne sommes plus dans les 30 glorieuses, mais dans les 30 piteuses. Euh, et donc à partir de ce moment-là, l'État va chercher à se désengager de plus en plus en mettant en place une politique de la rigueur. Si vous Je vous invite cependant à ne pas oublier Sylvie Brunel et à constater avec elle que la mondialisation effaçant de plus en plus les frontières, les ouvriers et même les employés et même les professions libérales sont confrontés à la concurrence internationale et que le rôle de l'État dans ce cadre-là est de venir protéger à nouveau ses concitoyens, ses citoyens. On assiste donc, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, à un retour de l'État. D'accord. N'oubliez pas l'expression de Sylvie Brunel, la glocalisation. Ça veut dire qu'il faut essayer d'être dans cette logique de en même temps penser sur la globalisation, ça veut dire dans la mondialisation, mais penser aussi d'un point de vue local. Euh, la création étatique de l'ENA en 1945 est primordiale et va amener sur le devant de la scène des fonctionnaires que donc on veut juger uniquement sur le mérite, mais qui devient aussi une caste politique qui va s'imposer au fur et à mesure des mandats présidentiels. Dans la gouvernance européenne, Churchill va s'inspirer de ces idées du 19e siècle et proposer en 1948, dans le congrès de La Haye, cette idée d'États-Unis d'Europe. C'est une idée qui est fédéraliste et Winston Churchill est bien un fédéraliste. Simplement, n'oubliez pas que l'Europe est donc divisée entre les fédéralistes et les souverainistes. Churchill, sur son simple nom, va réunir de nombreux pays et de nombreux observateurs, 18 pays environ. Euh, Simplement, à partir du moment où il va falloir passer au concret, euh, les participants vont vraiment s'amenuiser puisque dès le 1949, on ne trouve plus que 10 signataires du Conseil de l'Europe. L'étape qui sera vraiment décisive, c'est quand on va mettre en place la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Jean Monnet et Robert Schuman vont proposer une technique qui s'appelle la technique des petits pas, ce qui permet d'éviter la scission entre souverainistes et fédéralistes et de permettre de passer sur le terrain du concret. La CECA, c'est l'idée assez simple qu'au lieu d'être opposé par rapport aux ressources, eh bien, on va essayer de s'entendre et de pouvoir échanger plus librement ces ressources pour éviter les zones de conflit. Ça fonctionne très très bien. C'est ce qui va permettre ensuite de continuer dans ce terrain économique. En 1957, c'est le traité de Rome qui est signé, et là, c'est la communauté économique européenne. Donc, le principe de la CECA est conservé, et on va l'amplifier à tous les domaines économiques. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'Europe, des pays signataires, bien entendu, donc d'abord l'Europe des six, le Benelux, c'est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, plus la France, l'Allemagne et puis l'Italie. Et puis ensuite, dans l'Europe des 9, l'Europe des 12, l'Europe des 15, eh bien, à l'intérieur de ces pays, les marchandises vont circuler plus librement sans payer de taxes douanières et ça facilite ainsi les échanges et ça facilite aussi, bien entendu, le commerce.
Et la production du pays va s'en ressentir et ça va être un grand succès. Après le traité de Rome, la date très importante, c'est le traité de Maastricht de 1992, qui est la création de l'Union européenne, qui accélère vraiment l'intégration entre les pays membres, dont le nombre ne cesse par ailleurs de croître avec la disparition du bloc soviétique. Alors, ce qu'il faut se demander, c'est comment s'articule le partage des pouvoirs au sein des institutions européennes et communautaires. Et est-ce que l'élargissement progressif de l'Union européenne va mettre à jour des limites de cette idée fédéraliste de la gouvernance européenne? Euh, Par ailleurs, le traité de Maastricht est important pour d'autres choses. On commence à mettre en place cette idée de monnaie unique. Et elle ne s'appelle pas l'euro dans un premier temps, mais elle arrivera ensuite en 2002 comme l'euro qu'on utilise désormais. Il y a aussi l'idée d'une citoyenneté européenne qui est mise en place, et puis la collaboration entre les polices et les services de renseignement. N'oubliez pas qu'il y a un passage à l'euro donc en décembre 1999. Et puis, j'avais oublié de le dire, mais c'est aussi important, la Convention de Schengen en 1995. Euh, il est aussi important de, pourquoi pas dans une accroche, de souligner la devise de l'Europe, qui est la- l'unité dans la diversité, pardon. Et vous pouvez aussi bien sûr citer le drapeau qui compte 12 étoiles ou encore l'hymne à la joie de Beethoven qui est l'hymne européen et qui appelle à la fraternité entre les peuples. Un avant Bretton Woods et un après Bretton Woods. Et puis que le fait d'arrêter le système de Bretton Woods va vraiment être une date très importante dans l'histoire économique. Là, nous ne parlons plus de gouverner, mais de gouvernance. Il est important de faire la nuance. Gouvernance est donc un néologisme qui a été créé pour parler de la manière dont on gouverne l'économie mondiale, et simplement l'économie mondiale. Alors, bien sûr, après 1945, les États-Unis sortent tout puissants avec 2 tiers des stocks or. Ce n'est pas une puissance nouvelle, contrairement à ce que pourraient penser quelques-uns d'entre vous. C'est une puissance qui date déjà de la Première Guerre mondiale. Ceci étant, les États-Unis étant en situation de force, vont pouvoir imposer la création du FMI et de la Banque mondiale et les installer aux États-Unis, ce qui est absolument symbolique. Et puis, le dollar devient la monnaie de référence, la monnaie qui permet de faire les conversions avec les autres monnaies. C'est une monnaie étalon puisqu'elle va permettre d'obtenir une somme fixe en or. C'est la guerre froide qui va mettre fin à ce système de prédominance du dollar, avec évidemment la guerre du Vietnam, la course à l'espace et le défi commercial. Les États-Unis ont émis plus de dollars qu'ils ne possèdent sur le territoire américain. Le président Nixon décide donc le 15 août 1971 de dévaluer le dollar, dont la convertibilité en or est suspendue. Ce sont véritablement les accords de Kingston en 1976 qui vont confirmer cette décision première et qui vont donc arrêter définitivement la convertibilité du dollar en or. Et le dollar ne devient pas une monnaie secondaire, mais simplement il ne devient plus une référence par rapport à l'or. Et il y a désormais un cours de l'or. On assiste alors à la montée du néolibéralisme, avec principalement les idées de Reagan et de Margaret Thatcher, qui énoncent un principe qui va perdurer jusqu'à nos jours, à savoir que le problème, c'est l'État, qu'il faut réguler la présence de l'État. Cela va se concrétiser par le consensus de Washington, qui est un ensemble de mesures qui s'imposent au pays si elle souhaite obtenir un prêt de la part du FMI ou de la BIRD. Eh bien, elle a une nécessité de mettre en place ces propositions qui sont faites dans le consensus de Washington.
Seulement, bien entendu, comme toute mesure économique, celle-ci a une part d'ombre. Elle entraîne des crises systémiques, c'est-à-dire des crises même du système. Ces crises, eh bien, on va avoir une preuve en 97, en 98, mais aussi en 2008 avec la fameuse crise des subprimes, ce qui montre que le système n'est pas totalement stable et peut avoir des excès qui créent des bulles et qui risquent d'avoir de grandes répercussions sur les populations de différents pays insérés ou non dans la mondialisation. Renforce paradoxalement cette envie de collaboration entre les pays. Et vous avez par exemple la réunion des G, alors ça sera le G7, G8 et maintenant G20. Vous savez par exemple qu'aujourd'hui le G20 se réunit au Japon et que François Hollande s'est exprimé depuis ce sommet du Japon. Chacune des réunions du G20 est l'occasion pour les altermondialistes de faire une démonstration et de montrer qu'un autre monde est possible. Euh, ces altermondialistes dénoncent bien entendu la dictature des marchés financiers et ils n'hésitent pas à mettre en avant les enjeux du développement durable qui est au centre de leurs préoccupations. Passons en géo, je crois que j'ai déjà grillé pas mal de temps avec l'histoire. Alors, le premier chapitre, Descartes pour comprendre le monde. Eh bien sûr, l'enjeu de ce chapitre, c'est de se demander comment, en quoi l'analyse combinée de différentes cartes permet d'appréhender la complexité du monde, de repérer comment s'organisent spatialement différents modèles et en quoi l'observation et le changement d'échelle permet de mieux cerner, donc encore une fois, la complexité du monde. D'abord, n'oubliez pas que les cartes, même si elles sont anciennes, ont progressé dans le monde et qu'on connaît de mieux en mieux la Terre sur laquelle on vit. Euh, il faut aussi se souvenir que la carte, c'est donc un outil, un instrument scientifique et qui a donc des données chiffrées. N'oubliez pas que l'on passe pour la représentation de la Terre d'une sphère à un plan. Donc il faut s'interroger sur la projection qui est adoptée. Vous pouvez aussi vous interroger sur la discrétisation, c'est-à-dire la manière de chiffrer l'événement qui est retenu derrière, euh, parce qu'elle implique une réflexion sur la représentation des flux et sur leur tracé. Concernant les enjeux géopolitiques, il faut se souvenir que le cartographe doit montrer les acteurs, les espaces, les formes de conflit, mais aussi les rapports des forces armées, les organisations internationales. Parfois, ça fait beaucoup de choses à représenter. N'oubliez pas que la qualité principale d'une carte, c'est précisément sa lisibilité. Le cartographe va donc faire des choix. Et donc, quand on analyse une carte, aussi bien que quand on fait une carte, il est nécessaire bien sûr de faire des choix, mais de savoir commenter ce qui a été laissé de côté. Il faut, concernant les conflits, se souvenir qu'il y a une multiplication des formes et des espaces de la conflictualité. N'oubliez pas aussi que les conflits naissent souvent d'une contestation de frontières. Ce fut le cas, hein, par exemple, dans la guerre qui opposa l'Irak au Koweït, et puis qui entraîna la première guerre du Golfe. Euh, Ce qui est important, vraiment, ce qu'il faut vraiment observer, c'est que il est nécessaire de changer d'échelle si vous voulez bien comprendre un conflit donné. Vous ne pouvez pas rester évidemment sur une échelle mondiale, par exemple, pour comprendre le conflit israélo-palestinien. Il est nécessaire d'aller, bien sûr, dans les frontières d'Israël et de la Palestine, et peut-être même de se rapprocher à l'échelle d'une ville comme Jérusalem, ou carrément même d'un quartier ou d'un lieu donné, comme l'esplanade des mosquées par exemple. Concernant la lecture géo-environnementale du monde, il est important de se souvenir que les données ne sont pas toujours fiables, que ce sont des phénomènes nouveaux et difficiles à cartographier.
Au-delà du phénomène de discrétisation que j'ai déjà spécifié avant, il faut se souvenir que certains pays font de la rétention d'informations. C'est le cas bien sûr des dictatures comme la Corée du Nord, Cuba ou encore la Chine, et que particulièrement dans ce domaine de géo-environnemental, ces pays vont avoir tendance à mentir sur les données qui sont en accès aux scientifiques et aux cartographes. Les FTN exploitent les avantages comparatifs des territoires pour optimiser leur efficacité économique, bien sûr, pour réaliser le plus grand profit. L'amélioration des moyens de transport, hein, particulièrement avec la conteneurisation. On assiste à un développement des flux qui est assez important, que ce soit des flux de transport, mais aussi des flux humains, hein, bien sûr, avec la multiplication du tourisme. N'oubliez pas que les flux humains concernent aussi les réfugiés, que ce soit les réfugiés politiques ou les réfugiés climatiques. Euh, Quand on parle de flux, il est important de ne pas oublier les flux invisibles, que ce soit les flux de capitaux ou les flux d'informations ou les flux bancaires par exemple. Puis, si vous devez traiter un sujet sur les flux, il est important de voir les pôles émetteurs et les pôles récepteurs. La connexion entre les hommes et les territoires provoque des contacts, mais aussi des tensions. Les débats portent sur la dissymétrie des échanges et des bénéfices tirés de la mondialisation, et ce, à toutes les échelles, comme nous l'avons vu dans le point précédent. Les espaces maritimes sont au cœur des enjeux de la mondialisation. Euh, il faut donc mener une réflexion sur la mer comme espace de production et comme espace d'échange. Et il faut aussi s'interroger sur la nécessité pour les États de contrôler les espaces maritimes pour garantir leur insertion dans la mondialisation. À ce stade-là, il est évidemment primordial de connaître les ZEE, les zones économiques exclusives, qui sont autour de chaque littoral des pays. Et voilà pourquoi, par exemple, des pays vont se battre pour un petit rocher qui n'est même pas habité. C'est le cas, par exemple, dans le conflit entre la Chine et le Japon, qui vont juste éventuellement monter jusqu'au conflit pour cette ZEE précisément. N'oubliez pas, par exemple, que dans la tradition japonaise, la pêche est très importante et qu'elle est réalisée dans les ZEE. L'étude d'un produit mondialisé, que ce soit l'iPhone, un jean ou le café même, permet de se rendre compte de l'importance de la DIT, c'est-à-dire de la division internationale du travail, qui repose sur les échanges de marchandises de toute nature, effectués majoritairement par voie maritime. Euh, Ces échanges dessinent des réseaux structurés par des hubs. Eh bien, certains États mobilisent des moyens importants pour contrôler et surveiller ces espaces, notamment les points de passage. C'est le cas par exemple de Dubaï, qui a tout fait pour mettre en place un superbe aéroport qui soit plébiscité par de nombreuses compagnies aériennes, afin de multiplier les échanges et y compris le tourisme dans les Émirats arabes unis. Pour en terminer avec les espaces maritimes, il faut noter qu'ils recèlent des ressources convoitées, nous l'avons vu avec la pêche. Cela alimente des rivalités et des tensions, portant sur la délimitation des zones économiques exclusives et sur l'exploitation effective des ressources. Et c'est sans doute ce qui sera, dans le XXIe siècle, une des plus grandes sources de conflits sur la planète. N'oubliez pas les enjeux représentés par l'Arctique depuis le réchauffement climatique qui devient donc une zone de passage très importante qui est revendiquée par la Russie de Poutine, mais qui est protégée par d'autres pays comme le Canada. L'Amérique, puissance du Nord, affirmation du Sud. Attention, ne confondez pas les États-Unis et l'Amérique. C'est une première différence qui est primordiale et qu'il faut mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chapitre?
Deux processus d'intégration sont importants, le Mercosur au sud et l'ALENA au nord, qui régulent en partie les oppositions à l'échelle sous-continentale, mais renforcent la prépondérance du Brésil et des États-Unis. La prépondérance des États-Unis est mal perçue souvent en Amérique, bien qu'elle soit contestée et parfois contestable. Le rôle des États-Unis est bien plus qu'affirmé que celui du Brésil, avec lequel vous devez rentrer dans un comparatif si vous tombez sur ce genre de sujet. Donc les États-Unis, n'en déplaise à quelques-uns, sont toujours les plus importantes sphères économiques, militaires et diplomatiques. Euh, Aucune comparaison ne peut être faite avec le Brésil dans ces trois domaines. Ceci étant, le Brésil commence à se défendre et à sortir un peu du jeu de domination, principalement dans le domaine agricole, mais pas simplement, y compris sur le domaine culturel. Le Brésil a parfois une influence importante, c'est ce qu'on a pu voir avec les telenovelas, par exemple. Les dynamiques territoriales des deux pays, que ce soit le Brésil ou les États-Unis, s'inscrivent dans la mondialisation. Donc il faut repérer qu'il y a la métropolisation, la littoralisation, le développement des interfaces, mais aussi des disparités qui s'y creusent. Le Brésil, bien sûr, compte des régions en marge, les États-Unis de moins en moins, même s'il y en a. Avec l'Afrique, c'est la question de la marginalisation dans la mondialisation qui est posée. Les difficultés mesurées par des indicateurs de développement ne doivent pas masquer la transformation de l'Afrique. Souvenez-vous impérativement des articles qu'on a pu lire qui, à deux dates d'intervalle, portaient le titre L'Afrique vous salue bien. Euh, il faut évidemment remarquer que l'exemple du Sahara permet de comprendre comment s'opère l'intégration de l'Afrique à la mondialisation et de s'interroger sur les conséquences spatiales. L'Afrique n'est évidemment pas unique. L'Afrique est bien un continent et pas un pays, et il est primordial de distinguer des différences à l'intérieur de cette unité continentale. Euh, Plusieurs indicateurs permettent de le faire, hein. Vous avez bien sûr l'espérance de vie, l'accès à l'eau ou à l'école, qui montrent le développement de que le développement de l'Afrique est insuffisant. L'Afrique connaît une forte croissance économique et qui est tirée par une population jeune et des métropoles qui sont de plus en plus puissantes. Les nouvelles technologies et les ressources du sous-sol vont permettre à l'Afrique peut-être de prendre une nouvelle destinée à l'intérieur de la mondialisation. Mais cette croissance est encore insuffisante pour lever les obstacles au développement et il faut admettre qu'en Afrique règne une insécurité alimentaire, une instabilité politique, une corruption rampante et une pollution très importante. Les contrastes demeurent forts à toutes les échelles. Dernier point en géographie, donc l'Asie du Sud et les enjeux de la croissance. Alors, d'abord, on pourrait faire le simple constat que l'Asie, c'est un peu un contre-modèle de l'Afrique, puisque c'est un centre d'impulsion planétaire où de nombreuses décisions sont prises, mais aussi où la production du monde est située. C'est aussi l'endroit du monde où il y a une forte population, jeune et nombreuse. C'est un très grand foyer de peuplement, n'oubliez jamais cela, c'est une très grande force pour l'Asie. Ça permet d'avoir une main-d'œuvre jeune et bon marché, euh, ce qui permet d'imposer de nouvelles formes de croissance, que ce soit en Chine ou en Inde par exemple. N'oubliez pas aussi que le modèle du vol des oies sauvages, qui permet de distinguer plusieurs périodes dans la croissance économique asiatique. Et, le Japon s'impose d'abord comme un modèle, et puis il va transmettre euh, sa capacité de production à d'autres pays dans la zone, dont les NPIA, et puis ensuite à d'autres régions, et pour finir par la Chine. L'Asie du Sud et de l'Est représentent la moitié de l'humanité,
Depuis plusieurs années, elle connaît une croissance exceptionnelle. Elle est devenue, bien sûr, l'atelier du monde avec un tiers de la production et des exportations de produits manufacturés partout dans la mondialisation. Elle reste néanmoins vulnérable avec un développement inégal et de fortes tensions géopolitiques. Notez aussi les fortes pollutions qu'on peut repérer dans tous les pays de l'Asie du Sud et de l'Est. Dans cette zone de l'Asie, on vous demande de comparer la Chine et le Japon. Là, il est très important de connaître le tableau que je vous avais distribué. Il faut bien sûr remarquer que la Chine et le Japon sont deux puissantes absolument concurrentes, même si elles vont adopter des modèles parfois qui sont en commun. Elles ont une même ambition globale, mais des moyens absolument différents. À l'heure actuelle, le Japon est un pays développé avec une croissance plutôt faible et une population moins importante que la Chine, bien sûr. Mais globalement, le Japon est un pays endetté et vieillissant. En parallèle, la Chine a des performances économiques absolument incroyables. C'est le premier pays receveur d'IDE et ça devient un pays émetteur essentiel pour l'Asie, mais aussi pour les États-Unis et pour le reste du monde. C'est le principal créancier des États-Unis et puis il possède de nombreuses terres, d'abord en Afrique. C'est le phénomène du land grabbing, je vous rappelle. Je voudrais terminer cette capsule en vous redonnant quelques conseils de méthodologie. D'abord, il est très important de maîtriser deux événements. D'abord, le temps. Ne partez pas sans montre et ayez toujours un œil sur votre montre. Ensuite, le brouillon. Il est absolument impossible de faire un sujet de baccalauréat sans faire de brouillon. N'oubliez pas d'écrire uniquement au recto des feuilles de brouillon pour ne pas vous perdre et numérotez bien ces feuilles de brouillon, c'est primordial. Euh, je crois que la réussite du bac en histoire géo tient essentiellement à l'analyse des termes du sujet, que ce soit en composition, en étude de documents ou même en cartographie. Euh, N'oubliez pas cette étape et n'essayez pas de la sauter, ce serait vraiment une très mauvaise idée. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez donc lire le sujet, vous devez ensuite souligner les mots-clés et les définir d'une manière simple. En troisième étape, vous devez reprendre toutes vos idées en vrac. En quatrième étape, vous devez les ordonner et les hiérarchiser. N'oubliez pas que les idées les plus pertinentes arrivent à la fin. On part du moins pertinent pour terminer par le plus pertinent. Une fois que vous avez bien fait cet ordre et que de nombreuses des idées principales se sont dégagées, vous pouvez soit rédiger, soit revoir votre problématique. C'est la cinquième étape, elle est très importante. La sixième étape, toujours au brouillon, vous devez rédiger en parallèle votre introduction et votre conclusion. Et la septième étape consiste à rédiger le développement après avoir recopié votre introduction sur votre feuille et en vous inspirant de votre plan, vous devez faire votre développement en n'oubliant pas de distinguer des paragraphes, c'est primordial, et de rédiger des transitions. Euh, Ultime étape, huitième et dernière étape, n'oubliez pas de consacrer un instant à la relecture. Ça vous évitera parfois le hors-sujet fatal et puis ça peut permettre aussi des toutes petites finitions en corrigeant par exemple l'orthographe. Analyse des documents, je vous rappelle qu'il est primordial de faire deux choses, de présenter les documents et puis aussi de savoir critiquer les sources. Critiquer, ça ne veut pas dire tout remettre en question, plutôt savoir dire ce qu'il y a de bien dans vos documents, ce qui au contraire aurait été enrichissant avec d'autres documents ou ce que vous pouvez remettre en question par les sources. N'oubliez pas la date et l'endroit d'où vient le document. Je vous souhaite bien sûr bon courage à tous. Si vous avez la moindre question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur Edmodo. Bon courage à tous et bonne épreuve du bac.